Bien, alors bonsoir. Bonsoir Manon, bonsoir à vous tous. Je voudrais déjà remercier l'école qui continue à soutenir cette chose un peu singulière qui est le Pop Air, qui est donc un artiste en résidence qui a débuté en 2016 avec Esther Knobel, qui est venu en tant que cobaye. Et donc, on a toujours la chance de continuer cet artiste en résidence où nous sommes assez autoritaires. Tu me contredis, Thierry. Nous faisons d'abord plaisir et on invite des gens, des personnes, des garçons et des filles. Là, je vais encore dire d'abord des filles qui ont une certaine carrière derrière eux. Parce que l'idée était aussi de donner la possibilité à des personnes plus installées de se mettre en question à l'intérieur d'une école. Et on a surtout très envie de toujours inviter des artistes qui viennent de loin. Aujourd'hui, c'est Manon van Ola Gauswijk, qui est d'origine néerlandaise et qui habite en Australie. Donc, juste un petit aparté personnel, j'ai rencontré son travail en 1997, probablement, en 96, quand j'ai commencé à créer tout un cycle de conférences sur le bijou contemporain, et je ne l'avais jamais rencontrée auparavant. Elle était venue à Limoges, non, elle n'était pas venue à Limoges, son travail était venu à Limoges pour un peu de terre sur la peau. Elle a fait avec nous le tour de la terre, mais je suis pour ça extrêmement heureuse de pouvoir l'inviter ou avoir concrétisé cette invitation que nous avons essayé depuis, je crois, quelques années déjà, qu'on avait discuté. Et elle a eu la chance cette année d'avoir le temps et la possibilité de venir. Donc, merci d'être là et je laisse la parole à Manon. Okay. Cool is a French name, huh? You know, a very nice French name. Manon des Sources. Yeah, Manon, je sais. Mes parents ont fait un moment français, je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, il y avait un film de Manon des Sources, ce temps, je crois. Alors, bonsoir, merci pour venir. Alors, je vais essayer de faire ça en français, grâce à Monica qui a traduit ma texte pour moi, parce que ça c'est beaucoup mieux que mon niveau Duolingo, qui est maintenant à 50, et le maximum est 160, alors je suis pas très développée. Alors, je veux aussi remercier, bien sûr, Monica et Terry pour m'avoir invitée et tout le monde à l'école pour rendre ça possible pour moi d'être ici pour 3 mois, qui est une bonne pièce de temps. Des possibilités comme ça n'arrivent pas souvent, alors ça c'est très spécial. Et je suis très heureux d'être ici. Okay, so, voilà. J'ai une introduction sans image, mais après, ça devient de plus en plus visuel, alors je promets. Après une formation d'orfèvre, ou pour les Français, mon cap de bijoutière, j'ai étudié entre 1990 et 1995 l'art et le bijou contemporain à l'Académie Gerrit Rietveld d'Amsterdam. L'école d'art a beaucoup influencé ma pratique en tant qu'artiste qui s'exprime aujourd'hui en bijoux. Ici, j'ai très vite désappris les aspects les plus rigides de ma formation de bijoutier et la technique est devenue un simple moyen de réaliser des idées et de soutenir des processus de fabrication expérimentaux. Je vous invite à un parcours qui vous montre mes premiers travaux et des recherches plus récentes. Tous les débuts sont intéressants pour moi.
j'essaie souvent de trouver les moyens de repartir à zéro. Avec une ardoise vierge, ou en français, c'est plutôt une feuille blanche. J'espère aussi de trouver une sorte de feuille blanche pendant mon séjour chez vous. À l'Académie, tous les travaux que nous développions devaient être personnels et dire quelque chose sur son auteur. C'était l'idée dominante à l'atelier Bijoux pendant ce temps. L'accent s'est mis sur l'originalité de l'œuvre et sur le développement d'un langage visuel et matériel hyper personnel. J'ai remis ça en question et je me suis demandé si le rôle du faiseur et la présence dans l'œuvre n'étaient pas dans une certaine mesure surestimés. De quel degré le bijou a-t-il besoin de l'identité de l'auteur pour être une pratique contemporaine pertinente? L'expression personnelle est-il le seul moyen de développer le bijou en tant que pratique artistique? Le bijou est-il apte à servir de support à tout contenu que l'on projette sur lui? Dans quelle mesure l'œuvre doit-elle être personnelle et doit-elle parler de moi en tant que créateur? J'ai eu le sentiment que le bijou contemporain était trop déconnecté des autres pratiques visuelles. Elle est très éloignée de la manière dont les gens se projetaient dans les bijoux, du rôle que ces objets jouent dans leur vie. J'ai commencé à chercher une autre approche du langage du bijou en tant qu'artiste que celle que l'on m'avait enseignée. À cette époque, je m'intéressais surtout aux arts plastiques. Je lisais beaucoup sur les différentes approches et idées qui alimentaient la pratique artistique. Je me suis intéressée à la manière dont les artistes avaient développé leur pratique et plus particulièrement à la façon dont ils se situaient par rapport à leur support. En assimilant toutes les possibilités, j'ai compris comment je pourrais aborder le bijou différemment. Je ne voulais pas faire de l'art autonome et je ne savais pas si et comment je pouvais transposer mon intérêt pour l'art dans le bijou. Je suis allée étudier à l'Académie de Munich pendant un semestre en tant qu'étudiante invitée, juste avant mon année de fin d'études à Amsterdam. Oups. Le peu de temps que j'ai passé là-bas m'a beaucoup aidé à articuler et à façonner mes idées. En 1995, j'ai obtenu mon diplôme à Amsterdam avec un projet portant sur la chaîne des perles classiques. À l'époque, c'était un peu tabou. Nous n'étions pas encouragés à explorer des formes archétypales du bijou. J'ai choisi ce bijou comme point de départ de mon travail parce que j'estimais qu'il était aussi éloigné que possible de la notion d'auteur. À travers une série d'interventions, j'ai refait et réconfiguré cet objet. Dans ce premier travail, je cherchais un espace entre le général et le personnel, un espace entre moi en tant que créateur et le bijou en tant qu'objet ayant une histoire et une signification propre. Je voulais que l'œuvre offre un espace permettant à quelqu'un de s'identifier à elle et de la porter comme une extension de sa personnalité. Au lieu d'être un auteur très présent, j'ai essayé de fonctionner davantage comme un traducteur. Mes pièces sont la traduction d'un objet existant dans une autre langue ou un autre état. Je déplaçais certains des ingrédients de la pièce, je les réarrangeais, je les transformais pour qu'ils prennent une autre matérialité. D'une certaine manière, j'ai essayé d'en faire le moins possible.
j'ai travaillé avec les éléments de base d'une chaîne de perles classique, le fil, les perles, les nœuds et la disposition répétitive. Ces deux colliers-là ont été réalisés avec de très vieilles perles usées, sélectionnées dans la boîte de réparation d'un bijoutier. Ils sont à l'opposé de ce que le collier perle idéal est censé représenter en tant que symbole de richesse matérielle et de perfection. Grâce à cette intervention, le matériau prend vie et parle du temps et de l'usure. L'œuvre révèle la nature organique de son matériau. Elle reflète la façon dont les bijoux sont transmis de génération en génération. D'autres œuvres de ce projet utilisent différents matériaux pour parler du temps et de l'absence. Des perles brodées sur la soie. Un collier de perles sans perles. Et un collier de perles coulé dans du savon transparent. Il faudra des mois pour que les perles sortent du savon et le savon n'est pas très bon pour les perles naturelles. Je trouve intéressant que le principe de base du collier de perles fait de perles classiques ou d'autres perles, par exemple en verre ou en céramique, n'ait pas changé depuis les premiers exemples que nous connaissons. Le fil, les perles et les nœuds permettent des variations et des réinterprétations infinies. Je travaille avec la forme et les éléments propres. Je n'essaie pas de trouver une nouvelle forme pour l'objet. J'utilise le format donné comme un modèle à partir duquel je travaille et que je reconfigure. Et ça sont des images de l'exposition de diplôme de Rietveld Academy. Des autres objets de la vie quotidienne. Mon intérêt pour la forme standard du collier de perles s'étend à d'autres objets archétypaux tels que les cuillères ou des objets issus de la vaisselle, la papeterie et les textiles. Dans une série de 4 cuillères, j'ai marqué les zones où les papilles gustatives de différents goûts sont situées sur la langue. Elles sont marquées dans le bol de la cuillère comme une projection de la langue sur l'instrument avec lequel nous mangeons, sucré, salé, acide et amer. En souvenir d'un dîner entre amis, j'ai commencé à collectionner des taches et j'ai décidé de les broder très précisément sur une nappe. Ce travail laborieux a élevé les taches au rang de décoration. C'est une contradiction avec le fait qu'une tache n'est pas quelque chose que nous aimons voir dans notre linge de table blanc immaculé. Handschrift est une série de cahiers d'exercices dont les lignes sont cousues à la machine à coudre. Cette intervention rend l'objet plus tridimensionnel tout en rendant l'écriture difficile. Après avoir travaillé avec des textiles et des couverts, travailler avec des objets en céramique semblait logique. Lors d'une résidence en 2002 au Centre européen de la céramique à Den Bosch, aux Pays-Bas, j'ai travaillé pour la première fois avec de la porcelaine. J'ai développé une série de formes basées sur les couverts et sur l'espace entre la table et les objets. Le travail a été très influencé par le processus de moulage et par les moules en plâtre en tant que forme décrivant l'espace autour de l'objet. Dans cette série d'objets, j'ai travaillé avec la typologie des objets domestiques, les cuillères et les tasses, en essayant de matérialiser la manière dont nous les manipulons et l'espace physique qu'ils occupent.
Nombre de mes œuvres sont basées sur les objets et des matériaux que je trouve et que je collectionne. Je m'intéresse aux différents types d'objets que nous choisissons comme souvenirs ou cadeaux, ainsi qu'aux choses ordinaires que nous accumulons, comme la papeterie. À un moment donné, la collecte de matériaux et d'objets est passée d'un point de départ et d'une source de matériel à un sujet de travail proprement dit. En 2008, j'ai décidé de réaliser une publication d'artistes basée sur un grand groupe de papillons que j'avais collectés en les découpant dans des objets de tous les jours. Je les ai trouvés principalement dans des marchés aux puces et des magasins d'occasion, et parfois dans le célèbre grand magasin néerlandais de Hema. En collaboration avec la plasticienne Uta Eisenreich, j'ai travaillé sur une série d'images pour le livre. La graphiste Esther de Vries a mis au point un format de publication adapté à la nature du projet. Les images accompagnées de fragments de texte écrits par Monica Gaspard. Tout au long du projet, les deux sources se confondent, les objets quotidiens et l'activité de collectionneuse de papillons. Diversité et similitude, espèces rares et communes, marché aux puces et entomologie, eBay et classification taxonomique, plaisir et obsession, typologie et personnification des objets. Dans les images, nous avons exploré différentes traditions de disposition des objets, de formation de motifs, d'utilisation de phénomènes biologiques tels que le mimétisme et la dénomination des espèces. Les papillons apparaissent à la toute fin sur un poster dans la pochette arrière de la publication. Dans une certaine mesure, le projet porterait également sur la production et la distribution. Au cours du processus, les objets produits en masse ont été transformés en pièces uniques faites à la main. Le livre a été imprimé et distribué et les objets exposés ont été vendus individuellement. Et la perle continue. Un petit cours d'anglais si vous voulez bien. En anglais, nous avons deux mots pour perles, pearls et beads. Les beads sont les perles de toute forme et tout matériau. The pearls est toujours de nacre. Je travaille avec toute une gamme de matériaux et des objets. Cela me permet d'apporter ce que je découvre dans d'autres médias pour faire, défaire et refaire le collier de perles et d'autres formes de bijoux. Si je pouvais retourner un collier de perles, je le ferais. Je pense que je peux dire que c'est ce que j'essaie toujours de réaliser. En 2000, j'ai commencé de fabriquer des perles de papier. Un multiple fait d'autocollants d'archives ronds achetés dans un magasin de fourniture de bureau. Les autocollants rouges sont souvent utilisés dans les galeries d'art pour marquer des œuvres qui sont vendues dans le cadre d'une exposition. En tant que matériaux, ils sont éphémères. Il ne s'agit pas d'un bijou éternel qui peut devenir un objet de famille. Si la personne qui le porte remplace les autocollants qui tombent au fil du temps, l'objet ne sera plus fabriqué par moi, mais refait par eux, et la signature de l'auteur de la pièce se déplacera. Après l'expérience de la publication sur les papillons, j'ai eu envie de développer un livre d'artiste basé sur mes colliers de perles. J'ai décidé de travailler à nouveau
sur ce projet avec Uta et Esther. Je me demandais si je pouvais réaliser un livre dont le point de départ serait les bijoux, qui ne serait pas un catalogue de mon travail, mais un livre d'artiste. Idéalement, je voulais qu'il soit intéressant aussi pour un public en dehors du bijou contemporain. Parallèlement à la fabrication de colliers de perles, j'ai rassemblé des archives d'images. Ces archives montraient les principes du collier de perles dans toutes sortes de matériaux autres que les bijoux. Les fils, les nœuds, le collier en tant que système et langage, la répétition des éléments, la séquence telle qu'on la trouve dans la nature, dans la science, dans le paysage. J'ai travaillé sur ces archives de manière plus intensive pendant un certain temps et j'ai sélectionné un groupe de colliers à photographier pour le livre. Pour la photographie de l'œuvre, nous avons exploré différentes manières d'exposer des colliers dans différents contextes. Une vitrine de bijoutier, un catalogue de musée, un site web de vente aux enchères, une exposition ethnographique. Ce livre se compose de 2 parties différentes, les images de mes colliers et les archives d'images. C'est pourquoi le livre est conçu comme il s'agissait de 2 livres combinés en un seul. Il y a 2 couvertures différentes, 2 types de police, 2 types de papier, brillant et mat. Une partie est en couleur, l'autre en noir et blanc. Chaque partie du livre a son propre titre, son propre essai et son propre colophon. Lorsque le livre a été lancé avec une exposition à la Galerie Ra à Amsterdam en 2010, j'ai présenté l'œuvre exactement comme elle était photographiée dans le livre, dans l'espace de la galerie. L'exposition était une version tridimensionnelle de la publication, comme si l'on entrait dans le livre. Out of the Office, hors du bureau. Hors du bureau est une série de 100 colliers constitués de la gaine en plastique que j'ai retiré des trombones fabriqués en série et que je l'ai enfilé sur un fil. Cela transforme un produit industriel et un objet unique fait à la main, du Made in China au Made in Melbourne. Les 100 colliers forment une séquence dans laquelle la fabrication de chaque pièce répond à la précédente. Les colliers sont tous identiques en taille et en format, mais chacun est unique par sa couleur et son motif. Ainsi, chaque pièce est dans un état de transition entre la précédente et la suivante. À ce jour, plus de la moitié de la série a été vendue. Lorsque je les réexpose, je remplace les pièces vendues par une impression à l'échelle 1 à 1 de la pièce et du nom du propriétaire. Dans ce processus, l'installation se transforme progressivement en une documentation du projet. C'est en même temps une manière d'archiver la diffusion de l'œuvre. « 1488 perles, 16 couleurs, 7 matériaux, un plafond. » C'était une exposition aux Galeries d'art et de bijoux contemporains de National in Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2016. Et pour cette exposition, j'ai créé une image pour l'invitation qui se lit comme un résumé des ingrédients
de l'exposition. Le titre est aussi un résumé des travaux, de l'espace et de l'installation. 26 colliers en porcelaine ont été réalisés avec 3 procédés de fabrication différents. Pour la première série, j'ai pressé de l'argile noire dans les moules en plâtre et j'ai appliqué de la couleur entre les perles. Pour la deuxième série, j'ai pressé de l'argile de porcelaine blanche dans les gabarits métalliques faits sur mesure, chaque forme ayant un profil différent. Dans la troisième série, j'ai façonné des cylindres d'argile porcelaine et j'ai tordu le matériau pour former des perles ou des segments, ce qui a donné lieu à des formes organiques. Les colliers ont été suspendus à des dispositifs de suspension en bois fixés au plafond. Ils étaient suspendus à une hauteur qui permettait aux visiteurs de se promener dans l'installation, de s'en approcher et de s'imaginer porter les colliers. D'une façon, on pouvait projeter les colliers sur sa poitrine. Il est évident que la réalisation d'expositions constitue une part importante de ma pratique. Je travaille avec l'architecture des espaces d'exposition pour établir des liens entre l'espace, le spectateur et les objets et les bijoux. Je réalise également des livres d'artistes que je considère comme un autre espace d'exposition de mon travail. Ces publications ne sont pas des catalogues de mon travail, mais des œuvres à part entière. Un livre d'artistes publié en 2015 rassemble des colliers de porcelaine formés à l'aide de la main et des broches en porcelaine coulée. Les objets sont mis en contexte grâce à des archives d'images trouvées que j'ai tracées pour le livre. Les colliers et les broches sont tous les deux, de manière différente, des matérialisation de l'espace négatif. Les segments et les perles des colliers sont fabriqués en pressant de la porcelaine dans l'espace entre mes doigts et la paume de mes mains. Les broches sont faites d'une barbotine de porcelaine coulée dans des moules d'argile cuits au biscuit et encore poreux, de sorte qu'ils fonctionnent comme du plâtre. Et les moules, ce sont ces objets-là. Les dessins tracés montrent les contextes dans lesquels les objets peuvent performer ou être performés, être manipulés, exposés, portés, conservés. L'utilisation des dessins et en les combinant avec ces œuvres m'a semblé logique. Le dessin crée un espace négatif tout en supprimant l'information de l'image. Le dos du livre contient un index de toutes les images de mon travail, ainsi que les archives d'images utilisées pour réaliser les dessins. C'est là qu'on peut trouver les informations visuelles qui manquent dans les dessins. Making Faces, a Jewelry Playbook. Ce projet est né il y a plusieurs années par l'envie de créer un collier qui pourrait être présenté sous la forme d'un visage.
Il existe bien sûr de nombreux exemples de cette idée, généralement un visage porté en collier. Je voulais cependant que le visage soit déguisé, qu'il ne soit pas reconnaissable lorsque le collier est porté. Je voulais qu'il soit comme un compagnon secret qui n'est connu que du porteur du collier. Lorsque j'ai réalisé un visage avec des perles en plastique, celles qui sont fusionnées sur un fil, j'ai réalisé que c'était aussi simple que je le souhaitais. C'est une ligne de perles qui peut devenir un visage, comme si on portait un dessin. Lorsque j'enseignais à Rhode Island School of Design en 2017, j'ai trouvé des boîtes pleines de ces perles dans un magasin extraordinaire. Ils vendent les restes d'un stock provenant de la production de bijoux fantasy. J'ai aimé l'idée de l'utiliser, ce genre de perles bon marché pour ce projet. Ce matériau donne un aspect ludique proche de jouets pour enfants. J'ai également réalisé une petite série de colliers en porcelaine qui a demandé plus de travail. La question suivante était de savoir comment je présenterais cette transformation d'un objet linéaire à un visage. Je voulais exposer les colliers dans leur aspect abstrait, sous la forme d'une séquence, de sorte qu'au départ, on n'ait aucune idée de ce qu'il pourrait être autre. La présentation linéaire systématique leur donne un langage presque scientifique. La publication de l'artiste révèle les montrer en tant que visage. Elle sert de guide pour jouer avec les pièces, pour les exposer et les porter. Le poster qui constitue la couverture du livre contient une archive de tous les visages à l'intérieur. Dans ce projet, la publication est une partie inséparable de l'œuvre et de sa présentation. Sans le livre, l'œuvre est incomplète. Il fonctionne comme une clé qui déverrouille le projet. Apartment 33, The Dress Unmaker and the Clay Tailor. Après la pandémie de COVID-19 en 2022, la galerie Funaki s'est installée dans un appartement rénové qui est aussi un espace d'exposition. Galerie Funaki est la plus importante galerie de bijoux et objets contemporains en Australie. David Bielander, que vous connaissez, expose actuellement des pièces qu'il a réalisées ici, à Limoges. Le vernissage de son exposition est au samedi cette semaine. En même temps, Helen Britton et Kalir Makigawa partageront la chambre à coucher pour une exposition de leurs travaux. En 2022, j'avais une exposition conjointe avec l'artiste néo-zélandaise Vita Cochrane. La galeriste Katie Scott nous a expliqué que le bâtiment faisait autrefois partie du quartier des fabricants de vêtements de Melbourne. Comme les œuvres de Vita étaient des vêtements qu'elle défaisait et réarrangeait, elles s'inscrivaient parfaitement dans l'histoire du bâtiment. Avec les parties des vêtements qu'elle démonte, elle crée de nouveaux motifs qui sont cousus sur un tissu de laine. Ce lien magnifique avec le lieu m'a incité à répondre vaguement au site dans la manière dont j'exposais mon travail. Dans cette exposition, toutes les œuvres que j'ai montrées étaient des céramiques,
des bijoux et des objets qui trouvaient leur place dans l'appartement. Pour soutenir une série de pendentifs en porcelaine, j'ai tracé des cintres sur le mur. Des assiettes et des chandeliers ont été présentés sur la table à manger et les armoires. Des vases en porcelaine invitant à des compositions florales improvisées ont été exposés sur une étagère. Pour une série de broches, j'ai fabriqué un meuble en utilisant ma propre collection de tissus comme fond pour les pièces. La présentation rappelait celle d'un livre d'échantillons de tissus. L'armoire a été placée dans la garde-robe de l'appartement. Il était accompagné d'un poster montrant les broches épinglées sur une collection de mes propres chemises et les feuilles des cahiers que j'ai collectionnés. Et finalement, Fibonacci en vacances. Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler avec des perles de verre, une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Consciente de la nature commune, presque ordinaire de ce matériau, je devais trouver ma propre façon de les utiliser. J'avais le désir de réaliser des colliers de perles qui auraient l'immédiateté d'un dessin. J'ai appliqué une méthode très stricte à ce matériau très décoratif. Des séquences numériques, des mesures précises et des formes géométriques constituent le point de départ de ces pièces. La méthode détermine le résultat. C'est comme enfiler des perles par les chiffres. Mon rôle consiste à choisir les couleurs et le protocole de fabrication pour chaque pièce. Dans Fibonacci en vacances, j'ai montré ce travail dans la chambre à coucher, alias espace de projet de la galerie Funaki. En plus d'épingler des œuvres au mur, j'ai décidé d'utiliser le lit comme piédestal. En passant de l'architecture au corps, du mur à la poitrine, les colliers passent d'une géométrie statique vers des bijoux en mouvement, des colliers ludiques. Et finalement, pour l'exposition collective du 20e anniversaire de la Galerie de National à Christchurch en Nouvelle-Zélande, ils ont utilisé mon travail spécialement fait pour cette occasion et ma manière de faire image pour créer l'annonce de l'exposition de leur 20e année d'existence. Et avec ce danse, ça finit. Merci. Si vous avez des questions, le micro est là. Yay, Ryan! So you're like based on your work, you're really thinking about how you present it. And so in your process of creating your work, where does that come along? Like, does the idea of how you're going to present it determine what you're making, or is what you're making determine how you present it? I think I don't usually have an idea about the presentation until the very end, even though it seems as though it would actually be part of it all along, but no, it's not. No, it's only very rare. I think with this last, sorry, I'm going to do the questions in English because my French
sounded very good, but that's not my own French, sadly. So with this last series, some of the ideas actually came from the shape that things can take on when they are pinned on the wall. So like some of the necklaces are, A4, like a standard form. And then, of course, when you take them off the wall and you put them on the body, they kind of collapse and they change completely. So that was very much part of the work from the beginning, but it's definitely not always that clear from early on. Donc pour faire une traduction rapide, Ryan avait demandé si dans les livres d'artistes qu'elle faisait, elle repensait aux livres d'artistes en même temps qu'elle pensait au fait de faire les bijoux en même temps. Et du coup, Manon a répondu que non, sauf pour la dernière série où là vraiment, quand elle prenait le bijou, elle le mettait déjà en place. Enfin, quand elle l'installait, elle le mettait déjà en place et ensuite, du coup, contrairement à ce qu'elle faisait, ça se faisait en même temps. I mean, I'm definitely also interested in this shift between, something being on display somewhere, wherever. Whether it's in a personal space or in a public context, and then what happens when it's being worn, and how different that can be. That's interesting to me. Je trouve cette question qu'elle aborde entre la manière de montrer un travail, notamment bijoux, je pense que c'est des questions d'actualité pour tous ceux qui font leur DNA, plus tard leur DNSEP. On n'est pas du tout dans la même question parce qu'on est aussi dans une galerie, donc il y a aussi un aspect, je dirais, entre guillemets, de vente, mais il est extrêmement important de donner un univers précis à une question donnée quand elle fait une série de travail. En anglais, on appelle ça une collection qui ne fonctionne pas du tout en français. C'est plutôt une série de travail qu'elle aborde et qu'elle met en espace. Je pense que c'est intéressant et je pense que c'est une des artistes, j'espère que tu comprends tout, et j'espère que c'est une des artistes qui, avec un objet extrêmement simple, je pense, je ne sais pas si vous avez bien connecté, elle veut vraiment faire un travail qui est dans une portabilité absolue, extrêmement not oversized, a private joke of the studio, qui est quand même un objet, je peux vous montrer un jour l'unique image que j'ai trouvée d'un collier de perles qui doit dater du 2e siècle avant Jésus-Christ peut-être, ou 1er. Dans le collier perles qui est si anonyme qu'on ne peut pas trouver plus anonyme que même Otto Künstler l'a dit, j'aurais aimé l'avoir inventé. Et cette idée de la mettre en espace, une chose simple pour donner un esprit autre le jour de l'exposition, c'est ce qu'on fait peut-être rarement quand on l'achète. Do you know people who bought your tool and they make the same things at home when they put it on the table or on a wall? Oh, you mean yes, with your buyers? The faces, for example? Yeah, for example. I think more sort of more serious, maybe collectors or, people who are into art. I mean, there's a really nice collector in Melbourne who has a huge art collection and also collects jewelry, and he's got these things in his home and they're all installed and they all live together. Yeah. D'où vient cette fascination pour les perles? Et parce qu'on peut faire du bijou autrement qu'avec des perles, donc moi je vois beaucoup de perles et c'était pour savoir du coup d'où ça venait. Voilà. I will need a translation for that. I didn't quite understand, sorry. He's asking where does your fascination for pearl come from, and since you can make jewelry without pearl, why the pearl?
Well, I guess that's where the difference between the pearl and the bead comes in, that Monica asked me to add to the lecture. So, I mean, I started looking at pearls, and that was really a little bit, you know, to do something that I really wasn't allowed to do in art school. So, you know, it was a little bit like, meh, I'm doing this because, you know, you're always telling me I can't. So that was how it started. But of course you can't continue being like that for the rest of your life, because that would be a bit immature. And so it's not just the pearl, but it's also this. I just find it really interesting that this form exists everywhere. And I think there's a lot of examples of these kind of objects, by the way. But this form of this really simple thing that exists everywhere, it looks pretty much the same, but then it has this enormous significance for people depending on the context. Sometimes the materials that they are made of determine, you know, the meaning of the object, and they are different in different places. And so that kind of sameness but difference, I just find really very interesting. And still, and probably the challenge to try and continue finding something else that I can do with it. Sorry, that's a very long answer, yeah. Du coup, cette fascination pour les perles, elle avait commencé avec du coup la différence qui se faisait entre les beads, qui du coup sont les fausses perles en plastique, et les perles, qui sont les vraies perles de nacre, qu'elle trouvait amusantes. Et c'est aussi venu par le fait que quand elle avait commencé à travailler dans son école, on lui a tout de suite dit que non, tu travailles pas avec les perles, et que bon, bah, du coup, elle a décidé de le faire quand même, et qu'elle avait continué de travailler avec une certaine forme d'immaturité dans son travail. Qui... Non. Bah, si vous travaillez mieux que moi. L'immaturité, c'est pas. Donc la fascination était pour une forme qui se trouve dans le monde entier, partout, une forme, mais elle ne peut pas, l'immaturité c'est continuer à travailler avec. Et du coup, il y avait aussi la forme de la perle qui était retrouvable absolument partout dans le monde, qui du coup a continué à l'intéresser, à la fasciner d'une certaine manière. No. It's not immature to. I mean, the fact that I started with this kind of reaction against, you know, it was a reaction against that prompted me to start doing this. I don't think you can build your entire career on reacting against something in the beginning. I mean, that, you know, you move on, like, and ultimately also my interest in it goes beyond just reacting against something, of course. It's a real interest. Alors, en français, d'où vient la couleur? And in English, where the color come? Because you choose some color in your pearls, so where does it come from? Where the colors come from? Yeah, do you choose it in purpose or else? I'm not entirely sure that I understand the question, sorry. I guess it's more about how do you come up with your color palette, and how do you choose your colors for each group of work? Okay. I guess it really depends on the process and the material and the colors that are possibly available in that. I think the project with the faces, that might be a good example, because I found those beads in the US, and they're sort of 1960s, 1970s, you know, plastic from a period.
And some of those actually try to mimic the colors of gemstones, which is quite funny, you know. Some of them try to look like quartz or try to look like jade. And so they're actually cheap plastic beads that want to look like something more precious. But in that series, the color was very much guided by colors that could represent the skin of the face, colors that could represent the eyes and the mouth. And so that guided my choices. In this project here with the beads, it also depends because it's an existing material, and so that's the color palette that I choose from. And then within that, I have tried to make very different kind of choices. So there are very different pieces with significantly different sort of palettes, because it is then a little bit like making a drawing and choosing your pencils. So I think it's also for each project there are different decisions about the use of color as well, and what it needs to be in the work. At first, thank you to be here. I'm very fan of your work. Oh, thank you. I feel like I speak the same language in a way. And what I see is a very clean work. You're working since quite long, since your studies, and everything looks happy, quite fun and clean and gentle in a way. And I was wondering if at your studio you are sometimes struggling with materials, if you need to fight in a way with your work, or is it like a kind river? No. Maybe this represents how I would like to be in an ideal situation. But yeah, that's actually, I find that a really interesting question, and I have been thinking about that quite a lot, because I know many of my colleagues who are more sort of abundantly chaotic in their space and in their work, and I could not handle that, because my interior situation is pretty messy, and so I would go crazy if I had that kind of chaos in my work environment. So it is. I realize that this all looks really resolved, and it's because they're all, the finished products of the process. But because they are also quite different projects every time, I do often haven't got a clue when I'm at the beginning of things, and I don't feel very sort of stable and settled when that's the case. I feel better, thank you. Kind of following up on that topic of like material, because I noticed in your work, like early on, there's a lot of found objects, kind of the dots and stuff, and then there's a shift to like porcelain. Was that a conscious choice? Well, obviously a conscious choice, but why the shift to, like, how do you determine what projects you're using porcelain and what projects you're going to use found materials? Well, I think, yeah, I have been working with ceramics now for probably about more than 20 years already. And in the beginning, I also didn't know whether that was going to work for me, but it did. And I think it's because it's actually a material that you can use to also mimic things very well. It lends itself very well to, making
a replica of something, or making something that looks like something, and so in that I have found that it's really something that I can work with and still feel that there's more that I can do. But then on the other hand, I always continue to look for other materials as well, and just probably, being interested in their potential for me to use them in some way. And so that can be anything. And I think sometimes I also want to use something else because I am a little bit reluctant to be pigeonholed as a ceramicist, Before you know it, people are going to say, oh yeah, this ceramics person. And I like to keep it open in terms of materials that I'm going to use. Is there a material that you're waiting to use that you haven't used? I'm not sure. I'll have to think about that. I don't use metal very much, but I'm also not really drawn to it, so yeah. It's interesting that you studied it as a goldsmith. It's not really the same, Because it's also not, like now I'm here, and so I'm going to work with clay. But I haven't actually worked with clay for the last sort of year and a half. So it's a little while ago. Yeah. And it's a very particular thing, isn't it? Actually during the COVID pandemic, that thing, I started working with plastic initially, and then I stopped doing that because I needed something else, and I started working with ceramic again, just because I needed that kind of process and materiality, which is, it's also, clay is used in therapy, and so it has a therapeutic element, I think. Yeah, which is quite different from a lot of other materials. Est-ce qu'il y a une dernière question? So I have a really simple question. What is your favorite collection so far that you made and you feel that you're proud of yourself, you did a great job? Because it is... My favorite yes, work? Yeah. Ooh. It's not simple. That's not actually a simple question. I'm a bit... I'm often the most interested in the work that I'm doing at the moment in time, and then when I move on to do new things, I kind of lose interest a little bit in what I've done before, which is really bad for an artist because you should be promoting that work, that you've done, and I sort of. Yeah, I just move on to the next thing, and then I'm really obsessed with the next thing. So for maybe 1.5 years, I was doing these works, and I was pretty obsessed with them, but now I've kind of moved on, maybe. Yeah, that's a difficult question. I'm not sure that I can immediately answer that. I'll have to come back to you about it at some, yeah.
Mais merci beaucoup Manon, c'était formidable. Merci beaucoup pour cette conférence. Enchantée.